Bonjour à tous et bienvenue sur Indépendance financière. L'épargne financière est-elle une stratégie retraite efficace? Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à cette question de manière très précise et directe, en utilisant des cas pratiques, chiffrés et argumentés, et surtout sans langue de bois. Dans notre dernier article, nous avons pu démontrer que notre système de retraite n'était plus adapté à notre mode de vie, et que les prochaines générations ne pourront plus compter sur ce système généreux pour leurs vieux jours. Pour résumer la situation, les facteurs démographiques français sont aujourd'hui très différents de ceux des années 50, période à laquelle notre système a été mis en place. En effet, les deux pyramides des âges ici représentées pour 1950 et 2030 parlent d'elles-mêmes. De plus en plus de seniors à la retraite et la relève n'est pas assurée. Le nombre de cotisants baisse rapidement, alors que le nombre de retraités augmente de façon exponentielle. En cause, des politiques sociales très généreuses, avec la retraite à 60 ans par exemple. Et un constat simple, il n'y a plus suffisamment de cotisants pour payer les pensions des retraités, toujours de plus en plus nombreux. Sur ce graphique du Conseil d'orientation des retraites, le fameux COR, nous voyons qu'en 2050, il y aura 1,2 cotisants pour un retraité, contre 1,7 à 1,8 aujourd'hui. Maintenant, cette statistique ne parle ni de chômage, ni de temps partiel. Cela revient à dire qu'un actif devra financer sa propre retraite, plus celle d'un retraité. Je vous laisse conclure. Les rapports périodiques aux gouvernements successifs du COR, le fameux comité d'orientation des retraites, vont toujours dans le même sens. Et la solution est connue depuis plus de 30 ans. Il nous faut une réforme en profondeur du système de retraite par répartition, sous peine d'explosion de ce dernier. Pour les cotisants, cette réforme correspond à une hausse drastique des cotisations, une hausse des impôts et une hausse des durées de cotisation. Fini la retraite à 60 ou 62 ans. Nous passerions ici à la retraite à 65 voire 71 ans. Pour les retraités, le traitement serait tout aussi difficile, avec une baisse drastique du montant des pensions et une hausse importante de la fiscalité, en parlant par exemple de l'ISF et de l'impôt sur le revenu. Pour terminer, les conséquences de ces réformes à venir seront importantes. L'augmentation de l'âge de départ à la retraite, la diminution importante des pensions et l'augmentation de la pression fiscale, qui a déjà commencé par ailleurs. Quelles sont alors les solutions pour se mettre à l'abri financièrement? Elles ne sont pas nombreuses, mais consistent toutes à préparer sa propre retraite, ne plus compter sur les régimes de retraite et surtout devenir rentier avant la retraite. L'idée de cette série d'articles est de passer au crible toutes les solutions possibles à ce problème bien réel de retraite. Parmi ces solutions, une est très souvent mise en avant et proposée par les banques, les assureurs, les courtiers et autres conseillers. Il s'agit de l'épargne financière. Mais l'épargne financière est-elle une stratégie retraite efficace? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Comment préparer votre retraite? Ce titre accrocheur fait très souvent les couvertures des principaux journaux financiers. Comme solution proposée, une myriade de produits financiers en tout genre, et là je parle bien de produits et non d'investissements. Ces produits proposent des performances comprises entre 2 et 6%, pour les meilleurs, avec des actifs un peu plus risqués, nous plafonnons à 7 ou 8% brut par an. On parle là essentiellement de bourse par exemple. Mais ces produits sont-ils aussi rentables pour les épargnants que pour les banques? Tous ces placements sont-ils adaptés à la stratégie retraite que nous souhaitons mettre en place? Personne ne remet en cause le fait de constituer une épargne financière, qui est une réserve de sécurité pour les projets d'avenir, comme les études des enfants, l'achat d'une nouvelle voiture ou un apport pour l'acquisition d'une maison par exemple. Mais de là à dire que c'est un moyen de préparer sa retraite, ces journaux vont peut-être un peu loin. Nous savons bien que ces journaux sont en grande partie financés par les sociétés financières via la publicité. Autant vous le dire tout de suite, si vous aviez encore quelques espoirs, l'épargne financière n'est pas une stratégie retraite efficace. Et voici pourquoi. Tout d'abord, ce que les fournisseurs de produits financiers nous vendent semble du simple bon sens. Pendant votre vie active, vous stockez de l'épargne que vous placez chez eux
épargne qui sera par la suite consommée pendant la phase de retraite au moment où vos revenus s'affaibliront. Vous pouvez retrouver cette forme en cloche sur les statistiques de l'INSEE. Pour vous convaincre de l'intérêt ou non de constituer une épargne financière comme unique moyen de préparer sa retraite, nous allons faire une petite simulation en prenant des hypothèses réalistes. Prenons tout d'abord un couple de salariés, que nous appellerons ici Monsieur et Madame Pinault. Monsieur et Madame gagnent un salaire de 2 500 € net chacun, environ 2 SMIC, soit 5 000 € net par mois avant impôt à eux deux. Ils ont 30 ans et sont sans enfants. Leur imposition annuelle est de 5 067 € et ils ont une tranche marginale d'imposition ou TMI de 30%. Leur conseiller bancaire leur recommande de placer 10% de leurs revenus sur un placement sécurisé à 5% brut par an. Nous sommes sur un scénario optimiste dans ce cas. L'inflation actuelle est de 2%. Ils capitalisent leurs intérêts, c'est-à-dire qu'ils laissent les intérêts produire d'autres intérêts. Question: quel capital pourront-ils constituer avec 500 € par mois pendant 30 ans? Premier résultat, avant même de prendre nos calculettes, le chiffre nous met l'eau à la bouche. Le capital constitué sur 30 ans hors fiscalité est de 409 349 €. Ce chiffre pourrait suffire à faire croire à ce couple que sa retraite est assurée. Or, si le conseiller est honnête et possède une bonne connaissance des mécanismes financiers, il devra alors être plus précis. Le résultat ci-dessous est donc faux. Bien entendu, il est important de prendre en compte la fiscalité dans notre équation. 5% brut, ce n'est pas 5% net. Notre couple a une TMI, ou tranche marginale d'imposition, de 30%, c'est-à-dire qu'avec la fiscalité applicable en 2013, notre couple paiera 45,5% des intérêts à l'État, soit 30% de TMI et 15,5% de CSG-CRDS. Le rendement net est donc de 2,73%. Le capital constitué quand on inclut la fiscalité est donc de 277 313 €. Maintenant que le chiffre est plus cohérent, cette somme peut nous paraître relativement importante. Mais dans 30 ans, que pourrons-nous nous acheter avec 277 000 €? Peut-être une petite voiture ou bien une piscine. Nous n'avons pas de boule de cristal, il n'est pas possible de le prévoir. Et oui, il manque là encore un paramètre essentiel qui est rarement présenté aux clients ou investisseurs. Il s'agit de l'inflation. En effet, l'inflation vient grignoter notre capital jour après jour, et si nous ne prenons pas garde, nous pouvons perdre de l'argent sans même nous en rendre compte. La méthode la plus simple pour prendre en compte l'inflation est d'enlever 2% du rendement net après fiscalité, ce qui nous donnera le montant capitalisé équivalent aux euros d'aujourd'hui. Le capital constitué sur 30 ans, fiscalité incluse, et corrigé de l'inflation, est donc de 201 210 €, ce qui fait un rendement net corrigé de l'inflation de 0,73%. Ici, nous sommes au plus juste de la réalité, en tenant compte de la fiscalité et de l'inflation. Avec un placement de 5% brut annuel, ce couple aura constitué un capital important. Maintenant, quel est le bilan de cette phase d'épargne? Monsieur et Madame ont investi 500 € par mois pendant 30 ans, ce qui correspond à 180 000 € injectés. Avec un rendement de 5% brut par an, notre couple a constitué un capital corrigé de l'inflation de 201 210 €, ce qui fait un gain net de 21 210. Question: qui s'embêterait à investir 500 € par mois, soit 10% de ses revenus, pendant 30 ans, pour un gain net réel de 21 210 €? Nous passons maintenant à la deuxième phase, la phase de retraite. Notre couple a 60 ans et vient de partir en retraite il y a quelques jours. Ils découvrent avec effroi que le montant de leur pension est de 40% de leur dernier salaire, ce qui est tout de même une version optimiste. Mais heureusement, ils ont tout prévu. Ils ont méthodiquement épargné 10% de leurs revenus pendant 30 ans et sont à la tête d'un capital de plus de 200 000 €. Ils décident donc de laisser travailler ce capital sur le même placement qui leur rapporte 5% brut annuel, et nous utiliserons les mêmes données de fiscalité et d'inflation afin de bien comprendre les mécanismes d'érosion monétaire. Question: si ce couple veut vivre des intérêts uniquement, combien toucheront-ils par mois? Le but de ce couple étant de ne pas toucher au capital, mais uniquement de vivre des intérêts, nous allons calculer
combien rapporte ce placement à 5% brut, ce qui nous aidera à déterminer si cette stratégie est efficace pour préparer sa retraite. Avec un capital de 201 210 € placé à 5% annuel sécurisé, ce placement génère donc 10 061 € par an, soit 838 € par mois. Comme précédemment, il est important de tenir compte de la fiscalité, les pensions de retraite étant réduites à 40% des derniers salaires, dans notre cas, la TMI de monsieur et madame Pinault n'est plus de 30% mais passe à 14%, ce qui est un avantage important en matière de fiscalité. Les intérêts seront donc imposés à 29,5%, c'est-à-dire 14% de TMI et 15,5% de CSG-CRDS. Après fiscalité, ce placement génère donc 7 093 € net d'intérêts annuels, soit 591 € par mois. Le TRI est donc ici de 3,53% net. La fiscalité est maintenant incluse, mais là aussi l'inflation n'est pas prise en compte. En effet, ce couple ne touche pas au capital et donc l'inflation vient grignoter ce capital au fur et à mesure des années. Voici les nouveaux chiffres qui tiennent compte de cette inflation. Pour prendre en compte le chiffre de l'inflation, et donc de l'érosion monétaire qui vient manger notre capital, il suffit de retrancher 2% du rendement net après impôt. En effet, si ce couple ne touche pas au capital mais prend uniquement les intérêts, le capital restera à 201 210 € et perdra donc 2% de sa valeur chaque année. En résumé, au moment du départ en retraite, 200 000 € peut être suffisant, mais 20 ans après, ce montant ne représente certainement plus grand-chose. Avec un capital accumulé sur 30 ans de plus de 200 000 € et un rendement brut de 5%, monsieur et madame Pinault obtiendront une rente nette corrigée dans l'inflation de 256 € par mois, soit un TRI de 1,53%. Ce couple, sur les conseils de professionnels du placement financier, ont mis en place une stratégie lourde d'investissement consistant à épargner 10% de leurs revenus pendant 30 ans, soit 500 € par mois. À l'issue de la phase d'épargne, le montant du capital constitué, corrigé de l'inflation, est équivalent à plus de 200 000 € d'aujourd'hui. Avec ce capital, et en tenant compte d'une inflation à 2%, ce montant leur permet d'obtenir des revenus nets équivalents à 256 € à vie. Est-ce une bonne stratégie retraite ? Je vous laisse donc répondre à cette question. En réalité, cette stratégie fait apparaître beaucoup de lacunes. Le TRI, ou taux de rendement interne, est très faible pendant la phase de capitalisation, car même si nous avions 5% brut dans notre exemple, le rendement net après impôt et après correction de l'inflation n'est plus que de 0,73%, autant dire nul. Une bonne stratégie de préparation de retraite tient évidemment compte de la fiscalité, mais surtout de l'inflation. Dans notre exemple, l'effort est énorme, 500 € par mois pour un résultat très moyen, 256 € par mois à vie. L'épargne financière est un bon moyen de stocker de la valeur sur le court terme, mais attention, ce n'est pas un investissement. Il s'agit plutôt d'un placement d'épargne. Il est important de parler de produit et non d'investissement, car à aucun moment vous ne voyez un actif réel en face. L'épargne financière peut servir de réserve de liquidité pour les dépenses les plus importantes, comme la voiture, l'apport personnel, l'immobilier, les travaux, l'entreprise, mais l'inflation et la fiscalité viennent manger l'essentiel de la performance des placements financiers, ce qui les rend peu rentables sur le long terme. Cette réserve de sécurité, constituée par l'épargne financière, est importante, mais elle est surtout utile pour servir de garantie ou de contrepartie aux banques pour financer des projets plus rentables comme l'immobilier ou la création d'entreprises par exemple. Pour conclure, non, l'épargne financière seule n'est pas une stratégie de retraite efficace, car elle demande un effort d'épargne très important sur le long terme et de force travaille contre nous, l'inflation et la fiscalité. Voici un tableau qui vous donne les rendements nets réels corrigés de l'inflation en fonction du rendement brut, de votre fiscalité et de l'inflation. Vous pouvez télécharger ce tableau en cliquant sur le lien bleu de l'article ci-dessous. Dans notre prochain article, je vous expliquerai pourquoi l'immobilier est une stratégie à privilégier pour sauver votre retraite. Merci pour votre fidélité et à très bientôt sur Indépendance financière.